La session présente auquel vous participez aujourd'hui, c'est vraiment une session d'information juridique. Ce n'est pas un espace où je vais donner des avis juridiques ou des conseils juridiques. Donc, l'information juridique est vraiment là pour vous donner qu'est-ce que la loi prévoit ou quelles sont les règles à suivre. Mais je ne suis pas là pour examiner les cas, vos cas ou les cas de vos clients ou usagers, peu importe, aujourd'hui comme tel. À la fin, je vais vous donner une liste de ressources et donc, si vous avez des questions plus spécifiques à votre cas, vous pourrez vous référer aux ressources disponibles. Donc, je me présente. Je suis Gabrielle Beaulieu. Je travaille chez Laforge Beaulieu. Je travaille en droit de la famille depuis maintenant 8 ans. J'ai été appelée au barreau en 2012 et depuis cette date, je travaille exclusivement en droit de la famille. Donc, je suis avocate, je suis médiatrice et je suis aussi avocate pour le Bureau de l'avocat des enfants. Donc, je représente les enfants dans les instances de disputes en droit familial ou en protection d'aide de l'enfance afin de partager à la Cour les vues et les préférences de ceux-ci. Si je vous fais un petit aperçu de mon cheminement professionnel, suite à mon stage à la Chambre des communes, donc aucunement rapport avec le droit de la famille, j'ai fait beaucoup de droit du travail, puis j'ai réalisé que les domaines du droit se reliant aux relations humaines m'intéressait énormément. Qu'on perde son emploi ou qu'on perde son conjoint, sa conjointe, c'est habituellement là où notre vie est pas mal chamboulée, là, je vais dire. Donc, je voulais faire du droit, mais je voulais aussi aider les gens à cheminer dans les aspects plus difficiles de leur vie. Et c'est là où j'en suis rendue en droit de la famille. L'objectif de la session aujourd'hui est vraiment d'aider les gens qui se représentent seuls à comprendre le processus de la Cour, à comprendre les différentes étapes, à comprendre les différents acteurs. Dans les dernières années, il y a eu des statistiques qui ont démontré qu'à Toronto, environ 90% des gens se représentaient seuls dans les dossiers de droit de la famille. Et la raison principale, je vous dirais, c'est que les gens sont incapables de se payer un avocat. Ce n'est pas nécessairement qu'ils ne veulent pas. Et donc, il y a un mouvement définitivement en droit de la famille où les avocats tentent d'offrir des mandats à portée limitée, donc essayer de cerner plus les questions. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, que je trouve l'importance d'essayer de vous aider à comprendre et à naviguer le système parce qu'on comprend que votre vie, encore une fois, peut avoir été chamboulée. Et là, on rajoute un stress d'essayer de comprendre les règles, la cour. La cour, souvent, c'est super stressant parce qu'on se dit je ne veux pas aller devant un juge. Juste l'idée de la cour peut devenir stressante. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous aider à naviguer. La formation, aujourd'hui, est offerte en partenariat avec l'AGEFO, bien sûr. Donc, l'AGEFO, c'est l'Association des juristes d'expression francophone de l'Ontario. Et on a aussi eu un support, un appui financier là, de la Fondation communautaire d'Ottawa qu'on remercie grandement. Donc, durant la présentation, on va passer à travers le rôle des acteurs judiciaires. On va passer à travers l'étiquette et les règles à suivre. On va aussi parler des étapes du dossier. Comment se préparer pour une audience, comment faire ses soumissions orales et comment accepter la décision de la Cour. On va aussi parler du droit d'être servi là, dans les deux langues et les services d'interprétation. On va parler de quand on doit se présenter en personne à la Cour. Donc, les différents acteurs judiciaires, on parle, les plus importants habituellement, on va parler du juge parce que, bien entendu, c'est lui ou elle qui va trancher les décisions. Les questions qui sont en litige. Donc, le juge est là, comme je le dis, pour trancher de façon indépendante et impartiale. Donc, il n'est pas là pour prendre le côté d'un ou d'autre des parties. Il est là pour prendre des décisions et va se baser sur les positions des parties, donc les arguments qui vont avoir été avancés. Il va aussi se baser sur la loi.
Et il va se baser sur les décisions qui ont déjà été rendues dans d'autres cours canadiennes, tout en s'assurant que le droit des parties est respecté. Donc, il y a le juge et il y a aussi un autre acteur qui est très semblable au juge qu'on appelle le protonotaire. Vous pourrez les distinguer à la cour. Le juge va porter un sarrau rouge, tandis que le protonotaire va porter un sarrau bleu. Le protonotaire a lui aussi l'autorité de trancher certaines questions et donc de prendre des décisions sur des questions qui sont non criminelles. Et je vous dirais qu'en droit de la famille, ils ont l'autorité de trancher et d'être présents durant certains types de comparutions. Et vous les verrez les plus souvent lors des conférences relatives à la cause. Il m'est arrivé de les voir lors des conférences de règlement. Je n'ai jamais vu un protonotaire lors d'une motion. Donc, le protonotaire, tout comme le juge, peut rendre des décisions, mais il est un peu plus restreint sur les décisions qu'il ou elle peut rendre. Là, lorsqu'on rentre dans la salle de cours ou encore via Zoom ou au téléphone, ça qu'on va arriver, il y a d'autres acteurs qui vont être présents dans la comparution. Il va y avoir l'agent des services des tribunaux. Et l'agent des services des tribunaux, lui, son rôle, c'est de contribuer au bon déroulement des procédures de la cour. Moi, je trouve que quand on le voit physiquement, habituellement, cet individu-là est habillé et ça ressemble un peu à un garde de sécurité, là, je vous dirais. Son rôle va être de s'assurer que d'être au service, du juge qui va présider l'audience. Il va aller le chercher, il va peut-être le raccompagner suite à la comparution. Il va appeler les noms à l'extérieur de la salle de cours. C'est probablement lui aussi qui va vous dire « Avez-vous fermé votre téléphone cellulaire? Gardez vos breuvages et votre nourriture à l'extérieur de la cour. » Donc, il s'assure au bon fonctionnement des parties et à la disposition du juge, je vous dirais. Il va aussi avoir la greffière. La greffière, elle, va s'assurer que toutes les actions des parties sont coordonnées et que c'est fait au bon moment. Elle va planifier les audiences, elle annonce les règlements de la cour. Donc, c'est la greffière qui, au début de la séance, va dire « Oyez, oyez, cette séance est maintenant reprise » ou quelque chose de semblable. Elle va aussi s'assurer que les règles sont respectées. La greffière est importante parce que si vous avez un document à soumettre au juge, vous n'allez pas le porter directement au juge. Vous devez aller le glisser ou le donner à la greffière et c'est la greffière qui va passer le document. Tout comme si le juge veut vous remettre des documents, le tout va passer par la greffière. C'est aussi elle qui va être responsable de s'assurer que l'on prête serment, que ce soit sur un livre d'une autorité religieuse ou qu'on décide d'affirmer tout simplement. Et donc, elle va s'assurer que les témoins promettent de dire toute la vérité. Et finalement, on va avoir le sténographe. Le sténographe, c'est lui qui va être responsable de s'assurer qu'il y a une transcription complète de ce qui est dit durant les différentes audiences. Et là, on arrive aux acteurs qui sont vous et moi. Donc, l'avocat. L'avocat est là pour représenter son client. Il est là pour parler au nom de son client au tribunal. Il y a de fortes chances que si vous décidez de vous représenter seul, que l'avocat qui représente votre ex va peut-être aller vous voir pour essayer de négocier avec vous directement. C'est sûr que ça facilite les choses s'il peut y avoir des communications. Puis, on a le requérant et l'intimé. Donc, le requérant, c'est la personne qui a introduit la cause. Donc, c'est la première personne qui s'est dit, bon, moi, je veux me séparer, moi, je veux me divorcer, je soumets mes documents à la cour. Donc, il soumet sa requête. En anglais, c'est le application, donc sur les formulaires de cour. Et c'est cette personne-là qui fait ses demandes en vertu là, des différentes lois en droit de la famille. L'intimé, mais lui, ou elle, c'est la personne qui va répondre à la requête. Quand on est l'intimé, on va répondre aux demandes du ou de la requérante, mais on va aussi,
on peut aussi apporter nos réclamations que nous aussi, on veut faire de notre propre gré. À ce moment-là, si vous faites des réclamations, le ou la requérante pourra y répondre par la suite. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le juge, le protonotaire et tous les autres employés de la Cour, ce sont des parties neutres à l'audience et ils ne vont pas vous donner d'avis ou d'opinion juridique. Ne commencez pas à dire « est-ce que j'ai une bonne chance de réussite dans mon cas ?» Dépendant de l'audience, il se peut que le juge vous dise carrément qu'il croit que vous avez de bonnes chances de réussite ou non, dépendant de la position que vous avancez. Si le juge le fait, ce n'est pas parce qu'il prend votre côté. Habituellement, s'il le fait, c'est que c'est dans une instance où il ne peut pas prendre de décision et il tente d'inciter les parties à régler les questions en litige devant eux. Si vous désirez qu'un membre de la famille soit présent avec vous comme appui, vous pouvez leur dire de venir avec vous à la cour. Ceci étant dit, certaines comparutions ne permettent pas à ce que des membres de l'extérieur, donc autres que l'avocat, le requérant et l'intimé, soient présents. Donc, la seule chose que je vais vous recommander, c'est de dire aux membres de votre famille, votre ami, etc., peu importe votre soutien, de venir avec vous, mais que c'est possible qu'ils ne puissent pas rentrer dans la salle de cours. Il y en a qui disent que ça les décourage de venir. Ceci étant dit, en droit de la famille, je trouve que c'est toujours... Ça peut être positif que la personne soit à l'extérieur, parce que des fois, on a des pauses, on va pouvoir en discuter par la suite, être présent pour vous, tout dépendant comment la comparution s'est passée. Donc, lorsqu'on parle on commence une instance à la cour, sachez que si vous vous représentez seul et vous avez le droit, et je comprends pourquoi certaines personnes le font, vous avez une obligation de connaître les règles en matière de droit de la famille. On ne s'attend pas à ce que vous deveniez avocat du jour au lendemain. On ne s'attend pas à ce que vous connaissiez toutes les lois du jour au lendemain. Mais s'il y a un document auquel vous voulez vous référer, ce sont les règles en matière de droit de la famille. Les règles en matière de droit de la famille vont vous indiquer où commencer votre requête, quels sont les délais pour soumettre des documents, comment signifier les documents. Ça va aussi vous indiquer, dépendant de l'audience ou de la comparution que vous avez, ça va spécifiquement dire quel document vous devez fournir à la cour. Ce n'est pas une excuse de dire « je ne savais pas que je devais fournir tel document ». Certains avocats vont soit essayer de vous constater en défaut ou encore demander à ce que des frais juridiques soient accordés contre vous dû au fait qu'on a peut-être perdu un peu le temps si les documents n'ont pas été soumis. Donc, à chaque instance ou à chaque moment où quelque chose doit être fait, allez consulter les règles en droit de la famille. Et si vous avez de la difficulté à les comprendre, allez consulter les ressources que je vais vous donner à la fin afin de mieux les comprendre et de ne pas vous retrouver, là, je dirais, les culottes baissées, comme on dit, sans savoir ce que vous devez faire. Les autres, pardon, j'aurais dû spécifier, les autres lois sont à votre disponibilité. Les autres lois prévoient un peu plus qu'est-ce qu'on a droit lorsqu'on se sépare ou on se divorce. Super pertinent encore, mais s'il y a un document à consulter, c'est les règles en matière de droit de la famille. Donc, vous vous présentez à la cour. Il y a une certaine étiquette et des règles à suivre. Premièrement, habillez-vous convenablement, donc en tenue d'affaires. Je vous dirais, habillez-vous comme si vous allez à une entrevue pour un emploi. Ne portez pas de chapeau, ne portez pas de lunettes de soleil, ne portez pas non plus des vêtements avec des inscriptions ou des images qui pourraient offusquer. Habillez-vous comme si vous alliez à une entrevue. Soyez à l'heure pour le début de votre audience. Je comprends que la vie peut être occupée. Le système de cours est aussi engorgé. Le temps de la cour est super précieux. Donc, assurez-vous d'être à l'heure. Si, par contre, pour une raison exceptionnelle, vous allez être en retard, contactez votre ex, contactez l'avocate ou le bureau de l'avocat
de l'autre partie ou encore communiquer avec la cour, mais aviser quelqu'un. Et encore là, ça devrait vraiment être dans les situations exceptionnelles. Lorsque vous adressez la cour, on s'adresse Monsieur, Madame la juge, Monsieur, Madame la protonotaire, Monsieur, Madame la greffière. Lorsque vous vous adressez au juge, levez-vous, à moins que le juge vous dise autrement. Levez-vous et il est possible que le juge dise c'est correct, vous pouvez vous asseoir et continuer à parler, tout dépendant de la comparution. Parler ou plaider, là, assez, mais pas trop, et lentement, et articuler chaque point que vous voulez passer comme message, je veux dire. Là, c'est une expérience que moi, j'ai vécue. Une de mes premières comparutions, étant tout emballée de plaider, je me suis mis, je voulais lire une citation, et donc, je me suis baissé la tête, je me suis mis à lire très rapidement, et j'ai relevé ma tête, et le juge m'a dit en anglais, mais là, je vais vous le traduire, il m'a dit « Maître Beaulieu, vous n'avez pas remarqué, j'ai arrêté d'écrire, vous parlez bien trop vite, ralentissez et recommencez. » Je peux vous dire que j'ai appris ma leçon assez vite, mais c'est super important que vous vous représentez seul ou en tant qu'avocat, justement, de parler lentement. Le juge va prendre des notes. On veut lui laisser la chance de prendre des notes. S'il ne prend pas de notes, ça veut peut-être dire de passer à un autre point. L'idée de prendre des notes, c'est qu'il trouve que c'est un point important, puis ça va peut-être l'aider à justifier sa décision plus tard. C'est super normal d'être nerveux. Même les avocats le sont souvent avant de plaider ou avant de se présenter. Il n'y a aucune honte à le dire. Il n'y a aucune honte non plus à dire au juge est-ce que vous me laissez une minute? Je vais juste réviser mes notes, m'assurer que je n'ai rien oublié. Prenez pas 10 minutes pour les réviser, mais regardez rapidement vos notes afin de continuer. Assurez-vous de ne pas parler en même temps que quiconque d'autre dans la salle de cour. Le juge n'entend qu'une personne et s'il y a deux personnes qui parlent en même temps, là, il n'entend plus rien. Donc, que ce soit le juge, que ce soit le ou la greffière, que ce soit l'autre partie ou un avocat, attendez votre tour pour parler. Vous allez avoir votre tour, c'est sûr. Et je comprends. Votre ex peut avoir dit que vous avez fait quelque chose de sordide et vous dites « Non, c'est pas vrai! » Attendez, vous allez avoir la chance d'adresser. Et si vous voyez que le juge ne vous donne pas la chance, lorsqu'il y a un silence, demandez « Est-ce que je peux répondre aux allégations? » Le juge va soit vous dire oui ou non, mais vous allez quand même, vous devriez toujours avoir la chance là, de vous adresser. Comme j'ai mentionné, pas de breuvage, pas de nourriture dans la salle de cours. Ne mâchez pas de gomme non plus. Ne jurez pas ou d'autres langages vulgaires. Et lorsque l'autre partie parle, prenez en note les points auxquels vous voulez répondre. Comme ça, lorsque vous aurez la chance, à votre tour, vous pourrez soulever tout ce que vous vouliez dire pendant que l'autre personne parlait. Si vous avez une objection, levez-vous, vous indiquez à la cour « J'aimerais parler ». Le juge va probablement reconnaître là, le fait que vous vous êtes levé et soit vous dire de vous asseoir. Et là, vous savez que le juge sait que vous voulez parler ou il peut potentiellement simplement vous dire là, oui, que voulez-vous dire. Donc, présentement, malheureusement ou heureusement pour certains, la majorité des comparutions sont faites de façon virtuelle ou par téléphone. En droit de la famille, les comparutions sont extrêmement limitées, donc les chances sont que vous allez comparaître soit par téléphone ou de façon virtuelle. Donc, assurez-vous de tester votre micro et votre caméra avant la comparution. Assurez-vous que votre appareil est mis à jour avant la comparution. La dernière chose qu'on veut, c'est que votre système décide de faire un reboot, là, donc de recommencer par lui-même,
ou encore que dû au fait qu'il n'y a pas eu de mise à jour, il y a une difficulté à rentrer sur le système. Connectez-vous à la réunion 5 minutes à l'avance. Très possible que vous allez être dans une salle d'attente, comme aujourd'hui, ou encore dans une salle d'attente sur téléphone. Il est possible, ça m'est arrivé dernièrement, où la cour est supposée de commencer à 9h30, ça commence à 9h35. La cour a le droit d'être en retard. Vous, non, ça ne sera pas pardonné. Eux aussi peuvent avoir des difficultés techniques par moment. Il y a plusieurs gens qui doivent se coordonner. Installez-vous dans un endroit propice à une réunion virtuelle. Les enfants ne devraient pas entendre la conversation et de deux, ça peut être très dérangeant d'avoir des enfants qui courent en arrière. Quelque part où il y a beaucoup de bruit aussi, ce n'est pas la meilleure option. Je comprends que pas tout le monde a une grande maison et que l'espace peut être limité. Peut-être considérer avoir des écouteurs, comme ça va restreindre le son. Puis, finalement, si on ne vous adresse pas la parole ou si ce n'est pas votre temps de parler, mettez-vous en sourdine, que ce soit sur le téléphone ou sur la conférence vidéo. Comme aujourd'hui, là, vous êtes toutes super. Tout le monde semble être sur sourdine. Donc, les étapes du dossier. Encore une fois, je pense que c'est là où ça peut devenir compliqué. Pourquoi est-ce qu'un juge ne peut pas rendre une décision dès que je fais mes demandes? C'est un peu ça qu'on va explorer. Donc, il va y avoir, pour commencer une instance en droit de la famille, on doit commencer avec une requête par le requérant. Donc, c'est les documents qui sont soumis à la Cour qui indiquent qu'il y a un individu qui fait faire valoir ses droits, qui est déposé à la Cour. Et par la suite, bien, il va y avoir la réponse, la défense qui va être déposée. Ce sont ce qu'on appelle les documents introductifs d'instance, donc pour commencer le tout. Une fois que ces documents-là vont avoir été soumis à la Cour, que présentement, vous pouvez soumettre soit en ligne, en droit de la famille, à la Cour d'Ottawa, peut-être dans d'autres juridictions, ce n'est pas encore le cas, là, mais je sais qu'il y a plusieurs juridictions qui sont en train d'aller de beaucoup plus de façon virtuelle et donc que certains documents peuvent être déposés de façon virtuelle. Ou à la Cour, comme je dis, on va vous donner une date de première comparution et on va aussi vous demander et vous donner une date pour assister au programme d'information obligatoire sur le droit de la famille. Le titre le dit, c'est obligatoire. Donc, chaque partie doit, qu'il soit représenté ou non, assister à la session d'information. Cette session d'information-là est fixée à une date précise pour s'assurer que vous et votre ex-conjoint ne seront pas présents dans la même séance. Donc, si vous ne pouvez pas aller à la date qui vous a été assignée, vous devez demander à la Cour une prochaine date. Mais c'est possible de recéduler. Cette session d'information-là est en place pour informer les gens sur le processus de la Cour et est aussi en place pour faire part des méthodes alternatives de résolution des différends et donc pour indiquer aux parties que la Cour n'est pas la seule option qui s'apprête à eux. Là. Et là, donc vous allez, comme j'ai mentionné, vous allez avoir une date de première comparution. En droit de la famille, dépendant de vos réclamations, la Cour va décider si vous avez une date de première comparution ou si vous allez assister à une conférence relative à la cause. C'est vraiment la Cour qui décide, vous n'avez aucun mot à dire là-dessus. Si vous avez une date de première comparution, ça va être que procédural. On va s'assurer que les documents ont bel et bien été déposés. Et par la suite, on va vous donner une nouvelle date de conférence. Les conférences. Première chose super importante à se souvenir des conférences. Les conférences sont des instances où les juges ne peuvent pas, à certaines exceptions près, rendre de décision à moins que les parties soient d'accord. Vous pouvez plaider, vous pouvez faire une crise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le juge n'a pas l'autorité de rendre une décision, peu importe si c'est urgent ou non, lors de conférences. Il y a certaines choses dont le juge peut rendre des ordonnances, la divulgation financière, et certains juges vont aussi rendre des ordonnances quant aux pensions alimentaires pour enfants, pas pour conjoints, pour enfants.
lors des conférences. Donc, si je passe à travers les conférences, et vous devez passer à travers toutes les conférences pour vous rendre à l'étape finale, soit le procès, il y a premièrement la conférence relative à la cause. Lors de cette première conférence-là, le juge va regarder est-ce qu'on a besoin de soumettre la preuve d'un côté ou de l'autre afin de faire avancer le dossier. Il va aussi regarder est-ce qu'il y a des chances de résolution, est-ce que je peux assister, parce que des fois, c'est un manque de communication entre les parties. Et donc, il va tenter de voir s'il y a des chances de résolution. La conférence en vue d'un règlement à l'amiable, le juge va augmenter un petit peu la note, je vais dire, pour essayer d'inciter les gens à régler, parce que c'est la dernière conférence vraiment où le juge va donner son opinion avant le procès. Puis par la suite, il va y avoir la conférence de gestion de procès. Lors de la conférence de gestion de procès, c'est vraiment, le titre le dit, c'est pour s'assurer des procédures du procès. Qui va témoigner? Quelle preuve va être soumise? Est-ce qu'on a des dates limites qu'on doit mettre en place pour aller de l'avant au procès? Entre la conférence relative à la cause et la conférence en vue d'un règlement, une partie peut apporter une motion. Et ces motions-là sont de demander justement à la Cour de rendre une ordonnance. Parce que comme je vous ai dit, lors des conférences, le juge ne peut pas rendre d'ordonnance. Et donc, on va aller à une motion pour obtenir une ordonnance temporaire. Il ne peut pas régler toutes les questions de votre litige. Ce sont pour, en attendant le procès, qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour peut-être faire avancer? Qu'est-ce qu'une ordonnance temporaire? Ça peut être des droits de visite pour l'enfant et pour le parent, là, je vais dire. Ça peut être des questions de pension alimentaire. Mais tout ce qui peut être réglé à motion, c'est temporaire. Ça peut être renversé, je vous dirais, au procès. Et le procès, ben, c'est ce qu'on voit à la télé. Lorsque quelqu'un témoigne en personne et un avocat questionne, c'est là où vous avez la chance de dire toute votre histoire et de demander les ordonnances que vous espérez obtenir du ou de la juge. Sachez qu'en droit de la famille, seulement 3% des dossiers se rendent à procès. La majorité des gens sont capables de régler au préalable et n'hésitez pas à communiquer avec l'autre partie, avec l'avocat de l'autre partie pour essayer de régler. Le processus du procès est stressant pour tous, mais dans certains cas, est nécessaire afin d'obtenir un règlement. Pour la préparation pour l'audience, encore une fois, discutez avec l'autre partie. Voyez, est-ce qu'il y a des chances? Est-ce que c'est nous qui se comprenons mal? Essayez vraiment de cerner c'est quoi les questions sur lesquelles on est en désaccord et assurez-vous de comprendre la position de chaque partie parce que le juge va vous le demander. Il ne veut pas l'histoire de toute votre vie. Le fait qu'une personne s'est fait avorter ou le fait qu'une journée, monsieur ne vous a pas ou madame ne vous a pas remis votre botte ou peu importe, le juge, ça l'importe peu, là, je vais dire. Donc, connaissez c'est où les problématiques, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est incapable de régler les questions devant la Cour. Révisez et familiarisez-vous avec la preuve. Et là, je vais mettre un petit emphase sur le fait que quand je vous ai dit d'aller aux règles en matière de droit de la famille, un des problèmes que je vois souvent avec les gens qui se représentent seuls, c'est que ils croient que lors d'une motion, ils peuvent plaider et raconter leur histoire comme l'histoire est. Sachez que pour une motion, vous devez faire une affidavit et que la seule preuve qui peut être plaidée durant la motion doit être dans l'affidavit. Si elle n'est pas dans l'affidavit, vous ne pouvez pas rajouter quelque chose d'autre. Le juge ne pourra pas se baser sur cette preuve-là. Et c'est souvent un élément clé et qui fait parfois en sorte que malgré le fait que la personne qui se représente seule pourrait avoir une cause très valable, le fait qu'elle n'a pas présenté sa preuve comme elle devait le faire fait en sorte qu'il pourrait avoir une décision contre eux. Donc, préparez les matériaux que vous devez soumettre à la Cour. Encore une fois, référez-vous aux règles en matière de droit de la famille. Puis, préparez-vous, pratiquez-vous. Moi, je me pratique encore lorsque je dois aller plaider devant le juge. Lorsque vous allez faire vos soumissions, utilisez vos notes
sachez que le juge va peut-être vous dévier de vos notes. Et il va dire, vous savez quoi, je n'ai pas besoin de vous entendre sur telle question, mais je vais vous entendre sur une question plus spécifique. Répondez aux questions du juge. Si vous ne comprenez pas la question, assurez-vous de demander des précisions. Si vous trouvez qu'il y a du jargon juridique qui est utilisé, assurez-vous de poser les questions. Si le juge vous pose une question et vous ne savez pas la réponse, ne tentez pas d'en inventer une. Indiquez à la cour que vous ne connaissez pas la réponse. Dans tout ça, restez courtois et restez courtois peu importe ce que la décision de la cour va être. Que vous gagnez, commencez pas à faire une célébration, vous allez avoir plein de temps pour ouvrir la bouteille de champagne plus tard. Et si vous perdez, ne commencez pas à vous chicaner avec le juge que vous croyez que la décision n'est pas logique ou peu importe. Sachez que lorsque le juge peut rendre une ordonnance, donc soit à procès ou à motion, que le juge va peut-être décider de la rendre sur le banc la journée même, mais il est aussi possible que le juge va décider de prendre le tout avec lui, aller s'asseoir, réfléchir et rendre la décision plus tard à l'écrit à tous les parties. Sachez que vous avez le droit d'avoir une instance bilingue dans toutes les régions désignées comme bilingues. La façon de faire, désolé, c'est de déposer votre premier document en français ou encore de déposer une formule de réquisition demandant une motion pour être entendu en français. Vous pouvez aussi faire une déclaration orale devant le tribunal ou déposer une déclaration écrite auprès du tribunal, mais je vous dirais que les deux dernières options sont plutôt rares, mais sachez que vous avez le droit d'être servi en français. Si vous parlez une autre langue ou que votre ex parle l'autre langue et que vous avez besoin des services d'interprète, ils sont accessibles, désolé, pour votre audience. Ne vous prenez pas à la dernière minute parce que là, il est possible que vous allez avoir de la difficulté à l'obtenir, mais vous devez contacter la cour. Ils vont pouvoir vous donner le numéro de téléphone des interprètes de votre région. Ils vont vous demander de fournir la langue d'interprétation, donc de quelle langue à quelle langue est-ce que vous voulez que l'interprétation se passe, qui demande les services, donc qui va avoir besoin d'être interprété, la date et l'heure et la cour auquel vous avez besoin de l'interprète et toute autre information là, que vous jugez potentiellement pertinente. Si vous devez vous rendre à la cour présentement, il y a des règles. Et là, que ce soit à la cour parce que vous avez besoin d'aller à une audience ou encore parce que vous devez aller déposer des documents. Premièrement, vous allez devoir remplir un sondage en ligne, comme vous avez probablement rempli dans d'autres institutions à date, qui vous demandent si vous avez voyagé, si vous avez des symptômes du COVID. Et vous allez devoir montrer, lorsque vous rentrez, le fait que vous avez complété le sondage et qu'on vous donne le go, le OK pour rentrer dans l'édifice. Vous devez porter un masque obligatoirement. Vous devez respecter la distanciation physique. Les cours ont mis beaucoup d'efforts afin de s'assurer que ça soit respecté. Il y a des flèches sur le plancher qui indiquent sur quel côté du corridor circuler. Il va y avoir des affiches qui vont aussi indiquer le nombre de gens qui sont permis dans l'ascenseur ou encore dans les salles de cours. Sur les sièges à l'extérieur et dans la salle de cours, il va y avoir des X si vous ne pouvez pas vous asseoir sur ces sièges-là. Donc, assurez-vous de respecter, c'est pour le bien-être de tous. Sachez que oui, la cour est ouverte, pas pour la majorité des audiences, mais vous pouvez aller au comptoir de droit de la famille et au comptoir d'information pour le droit de la famille. Ils sont tous les deux ouverts. Lorsque vous arrivez au palais de justice, ça, COVID ou pas,
vous allez devoir passer la sécurité, surtout à Ottawa. Il y a peut-être des palais de justice qui n'ont pas de sécurité encore, mais à Ottawa, et j'imagine qu'à Toronto, c'est pareil, il y a de la sécurité. Comme je mentionnais, c'est comme un aéroport. Il y a les détecteurs de métaux. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que vous n'avez pas besoin, gardez-le à la maison, gardez-le dans votre voiture. Moi, j'ai eu une cliente qui s'est fait enlever ses pinces à sourcils. On s'entend que ce n'est pas une arme dangereuse. Moi, je considère pas ça une arme dangereuse, mais c'était un métal et donc elle se les a fait confisquer. Donc, apportez avec vous seulement ce que vous avez de besoin. Si on vous confisque quelque chose, vous le perdez, vous n'allez pas le récupérer. En droit de la famille, j'aime toujours avertir, si vous avez une comparution, bien, vous et votre ex vont être appelés à aller en même temps au palais de justice. Et donc, sachez que pour la sécurité, il peut y avoir une ligne d'attente. Et pour certaines personnes, ça devient très stressant d'être ou la possibilité de faire face à son ex. Et donc, si vous vous sentez mal à l'aise, demandez à quelqu'un de soutien de venir avec vous. Comme ça, vous ne serez pas complètement seul. Je sais que moi, pour mes clients et clientes qui se sentent mal à l'aise, je leur dis que je vais les rencontrer à l'extérieur du palais de justice, essayer de trouver des solutions, là. Mais sachez que c'est une possibilité.